Bonjour et bonne arrivée comme on dit ici. Je suis Hello et je vous accueille sur ce podcast pour qu'on découvre ensemble l'Afrique profonde. L'Afrique qu'on imagine mais qu'on ne connaît pas. Celle qui brille de mille couleurs mais qui se confronte aussi chaque jour à la pauvreté, la maladie et la mort. On parle aussi d'Afrique fraternelle, d'Afrique chaleureuse, d'Afrique festive. L'Afrique qui rayonne. Vous découvrirez avec moi des personnalités touchantes, attachantes, aux histoires parfois difficiles, mais dont la force et le courage sont indéfinissables. Vous apprendrez à connaître le Gabon où je vis actuellement, pays d'Afrique centrale au niveau de l'équateur, accolé au Congo et au Cameroun. C'est parti, je vous laisse écouter l'épisode et j'espère qu'il vous plaira. Mbolo et bonne écoute. À tout juste 9 ans, Bernice avait déjà affronté 2 coups d'État dans son pays qu'est le Centrafrique. Il fait partie de ces gens qui ont dû fuir leur maison, le balochon à la main et la peur au ventre. Heureusement, toujours protégé par sa maman qui tentait de ne pas transmettre sa peur, il n'a pas de traumatisme. Aujourd'hui, il vit au Gabon, mais son pays vit toujours dans la terreur depuis le conflit initié en 2011. Dans cet épisode, vous découvrirez le récit d'un jeune homme qui a su se construire malgré une enfance mouvementée. Bonjour Bernice. Bonjour. Merci beaucoup d'être ici et d'accepter de me livrer une partie de ta vie. Oui. Est-ce qu'on peut commencer cet épisode par ta présentation, s'il te plaît? Ok, d'accord. Je m'appelle Bernice, j'ai 27 ans. Je suis j'ai 3 sœurs et un frère. Je suis originaire de la Centrafrique, au sud. D'accord. De la capitale, Bangui? Oui, de la capitale Bangui. Disons, notre tribu, nous sommes des Yakoma du sud. Voilà. Est-ce que c'est la tribu la plus représentée en Centrafrique? Non, la tribu la plus représentée en Centrafrique sont les Gbaya. D'accord. Oui, mais les Yakoma, non, pas vraiment. Ok. Ouais. J'aimerais savoir si tu es d'accord pour me parler un petit peu de ton enfance. Puisque tu as donc grandi en Centrafrique, pays qui a subi plusieurs coups d'État. Oui. Voilà, je voulais savoir si tu étais ok pour me parler un peu des souvenirs que tu as de cette enfance. Quand j'étais tout petit, dans mon enfance, j'ai grandi à Bangui, dans le 3e arrondissement, dans le quartier Péténin, plus précisément. J'ai passé j'étais à Bangui jusqu'à l'âge de 10 ans avant de me déplacer à Brazzaville. On a connu, quand j'étais tout petit, ça allait bien jusqu'en 2001. Il y avait un coup d'État raté, manqué. Du coup, on traquait, on traquait à peu près les personnes qui sont issues de tribus de Yakoma. Donc ta tribu. Oui, on traquait les gens oui. de ta tribu. Oui, de ma tribu. Bon, selon les Roumains. Donc du coup, on était obligé de se déplacer à peu près, de quitter Bangui. On a fait 9 kilomètres à pied. C'était le 28 mai. Le 28 mai? Oui, le 28 mai 2001. 9 kilomètres à pied avec des bagages, oui, comme avec quand on voit les gens quitter leur ville dans les films, dans les reportages. Oui, pas tellement avec les bagages, c'est juste chacun avec son sac à dos avec l'essentiel. Son sac à dos avec l'essentiel et un peu de bouffe parce que, disons, à Bangui, les coups d'État, on les sent. Donc du coup, un mois à l'avance, on se prépare à faire des provisions, des réserves et tout. Donc du coup, on a dû prendre la route. Oui, vous avez pu anticiper un peu. Anticiper un peu. Mais en tant qu'enfant, t'avais quel âge toi à cette époque? Tu avais 7 ans? Oui, 7 ans. Comment est-ce qu'on vit ça? Tu avais peur? Tu devais... comment on quitte sa maison? On sait pas si on va revenir. Non, après, pour moi, je sais pas, mais c'était bien marrant parce que... C'était bien marrant parce que on s'était regroupés en famille. Il y avait des cousins, des neveux, parce qu'on peut pas fuir seulement nos 7. Donc, on était tous ensemble, les cousins, les oncles paternels, les oncles maternels. Autant qu'on était tous ensemble. En fait, c'était un rassemblement, donc c'était bien, on s'était bien amusé pendant 2 jours comme ça. Ouais. Donc vous avez fui pendant
Combien de temps? Oui, on a passé 3 jours. 3 jours dans l'Ombela-Poko, oui. L'Ombela-Poko. C'est quoi l'Ombela-Poko? Disons, c'est une des préfectures de la RCA. Oui, si je me trompe pas, oui. C'est une des préfectures de la RCA. Seulement, Bangui fait partie de l'Ombela-Poko, mais c'est un peu le village, si on peut dire. On peut dire que c'est à 9 kilomètres du centre-ville. Et vous étiez protégé en étant là-bas? On se sentait en sécurité. Pas protégé, on n'était pas protégé par qui que ce soit, mais on se sentait en sécurité parce que on était un peu éloigné des gens qui nous poursuivaient. Donc. Parce que les gens qui vous poursuivaient étaient essentiellement situés à la capitale. La capitale, oui, exactement. Précisément, peut-être même dans l'arrondissement où vous viviez. Oui, ils étaient plus précisément, disons, au 1er arrondissement, au 2e arrondissement. Nous étions dans le 3e arrondissement, 6e arrondissement. Et là-bas, souvent, ils n'osent pas y arriver. Donc, du coup, ils préfèrent rester dans le 1er, 2e, et voilà. Et qu'est-ce qu'ils faisaient s'ils trouvaient des gens de ta tribu? Ils les tuaient? Oui, apparemment, ils avaient eu à tuer des généraux, des gens qui se trouvaient même dans le 7e, parce que il y a aussi les Yakuma dans le 7e arrondissement, et comme il y a qu'une seule voie pour y arriver, donc tout ce qui passait par là, c'était la mort. Il les tuait, il les torturait aussi? Il y avait de la torture? Oui, c'était plus torture que tuer, quoi. Chicoter, voilà, taper, après on les laissait passer. D'accord. Donc au bout de 3 jours, vous êtes revenu quand même à Bangui? Oui, au bout de 3 jours, on est revenu à Bangui. Après, je crois, une semaine après, on avait repris les cours. Donc, ça a duré, disons, 2 semaines et demie, 2 semaines, oui, 2 semaines. Et la vie a repris, on va dire, normalement? Oui, normalement, parce que c'était un coup d'état manqué, donc il avait, et puis la vie a repris son cours, mais avec un peu de peur, parce que les gens, les Yakuma nous a pu partir au bureau pour travailler et tout, ils avaient peur qu'on puisse parce les que comment on sait que vous êtes Yakuma? La particularité ici en Centrafrique, on reconnaît les Yakuma aussi par le nom. Par le nom? Oui, par le nom. La façon de parler, le temps, parce que ils ont un ton différent des autres. L'accent? Oui, l'accent, oui, je veux dire. Du coup, dès que tu commences à t'exprimer, on sait que ça c'est un Yakuma, ou bien parce que le Sango même c'est basé sur le Yakuma. Ok. Donc la manière de prononcer est différente D'accord. Ouais. Ok, donc c'est difficile de ne pas le montrer du coup, parce que c'est la façon de parler. Oui, c'est la façon de parler, ouais. Dès que tu vas parler, on va savoir. Oui, on va savoir exactement. Ta tribu. D'accord. Et donc vous avez repris l'école, une vie normale. Ouais. Toujours sous la crainte. Tu sentais que ta maman, ton papa étaient craintifs? Tu les sentais apeurés? Non, c'était plus mon père, mais c'était plus mon papa, mais ma maman, bon, c'était tranquille. D'accord. Ouais, elle essayait de peut-être pas vous le montrer en tout cas. Oui, bon, en tout cas, oui. Ouais. Pour ne pas... Pour vous protéger. Oui, pour nous protéger. Du coup, ça c'était en 2001? Oui. Et finalement, 2 ans après, c'est ça? Non, pas 2 ans. Oui, 2 ans après. En 2003? Oui, en 2003, c'était le 15 mars, si je me trompe pas, oui. 15 mars, ça c'est le coup d'État fait par l'ancien président Bozizé, oui, ça, il a réussi. Bon, on a appelé ces éléments les libérateurs. Donc, disons les hommes qui sont venus libérer le pays et tout. 2003, il n'y a pas eu de dégâts. Bon, à mon avis, dans notre zone, 3e arrondissement, il y avait rien. Apparemment, ils voulaient juste la présidence. D'accord. Donc cette fois, on s'attaquait pas à ta tribu. Non. Ils voulaient juste prendre le pouvoir. Prendre le pouvoir, oui. Est-ce qu'ils ont réussi? Oui, ils ont réussi à prendre le pouvoir. L'ancien président Brésil, il était devenu président en 2003. Il a assuré la transition jusqu'en 2005, avant les élections. D'accord. Et donc là, vous n'avez pas eu à fuir? Non, on n'a pas eu à fuir, mais par contre, il y a eu des pillages. On a plutôt, bon, les libérateurs, ils ont pillé des maisons, des
c'était des anciens ministres, un peu les autorités, quoi. Oui. Pas chez toi. Non, pas chez moi. Ok. Et c'était à ce moment aussi, ils ont eu à piller des usines. En fait, à chaque coup d'État, on pille tout. Oui. On pille Il y a toujours. toujours On fait toujours des pillages. Ouais. Finalement, tu l'as peut-être moins ressenti, celui-là, de coup d'État? Oui, celui-là de coup d'État, je l'ai moins ressenti parce que à Bangui, comme si c'était une joie. Parce que je me souviens bien, ce 15 mars, moi-même j'étais dehors, peut-être disons la nuit du 15 au 16, mais moi-même j'étais dehors à, je sais pas, 2 heures, 3 heures, parce que tout le monde était content que le pays se soulève, content que le peut-être, et pays se se révolte soulève, contre se la révolte, tout présidence. ça, oui. Parce Donc, que vous souteniez, du coup, le nouveau président? non, pas qu'on le soutenait, mais en fait, c'était juste une joie. Peut-être, l'ancien président Patassé, peut-être, la population lui reprochait quelque chose. Bon, je Oui, sais pas, ouais. oui, en fait, tu étais petit. Oui, j'étais petit, donc je Mais faisais toi, pas. t'étais quand même dans le Moi, mouvement. oui, moi, j'étais juste dans le mouvement Ouais. pour dire, voilà, mais c'est bien, il y a de l'ambiance, la Ouais, nuit, à c'est 2 ça. heures, tout le monde était Pas dehors. encore couché. Voilà. Donc ensuite, tu as continué ton enfance en Centrafrique. Ouais. Donc là, en 2003, tu avais 9 ans. Ouais. Tu as continué à grandir en Centrafrique. Oui, je continue à grandir en Centrafrique jusqu'en 2006. Je suis allé à Brazzaville avec la famille. D'accord. Oui, Vous avez tout quitté oui. en Centrafrique pour aller à Brazzaville au Oui, à Congo? Brazzaville au Congo, parce que mon père devait faire sa spécialité. Parce que ton papa est médecin, c'est ça? Oui, il est médecin, donc il devait faire sa spécialité là-bas. Donc on a passé 3 ans. Lui, il en a passé 4, mais nous 3. Et tu en gardes un bon souvenir? Oui, un très beau souvenir parce que j'ai appris un peu la culture congolaise, j'ai appris le lingala. T'as appris le lingala? Ouais, après. Je me suis fait des amis là-bas jusqu'aujourd'hui, on se génial. parle toujours. C'était le début de ton adolescence en plus, Oui, donc ça devait être sympa. oui, ça devait. D'accord. Suite à ça, tu rentres en Centrafrique? Oui. Après ça, j'étais rentré en Centrafrique en 2009. J'ai passé mon baccalauréat en 2011 avant d'aller au Cameroun faire les études supérieures. Ok, donc t'es parti au Cameroun pour étudier. En Centrafrique, c'est compliqué de faire les études supérieures? C'est pas que c'est compliqué, mais il y a pas des universités, je dirais. Il y a pas les universités qu'il faut, la main d'œuvre qu'il faut, donc. Oui. Et toi, tu as fait quelle université, du coup? J'ai fait l'école supérieure de commerce de Yaoundé. Subdeco Yaoundé, oui. Une école de commerce. Oui, une école de commerce. J'ai fait 2 classes préparatoires. Après, je suis entré dans la grande école. J'ai fait 3 ans. Avec une spécialité? Oui, spécialité finance, contrôle de gestion. D'accord, t'es dans les chiffres. Ouais, dans les chiffres. On peut dire, l'école est en partenariat avec l'école supérieure de commerce de Clermont-Ferrand. Ouais, donc c'est l'USC Clermont-Ferrand qui signe tous nos diplômes et tout, et des fois il y a des enseignants qui venaient au Cameroun, depuis la France pour vous faire cours. Ouais. D'accord, donc une chouette expérience, j'imagine. Oui. Par contre, pendant ce temps-là, dans ton pays, en Centrafrique, il y a eu un troisième. Est-ce que on peut encore parler d'un coup d'État ou là, enfin en tout cas, un conflit s'est installé? Oui, un conflit s'est installé, disons. On parlait plus de conflits, on parlait plus de la religion, un peu de la religion et un peu conflit genre départemental, parce que il y avait certains qui disaient que voilà, leur région était plus défavorisée, il y avait rien, il y a pas les hôpitaux, il y a pas d'école, il y a pas d'électricité, ils revendiquaient beaucoup de choses. Donc du coup, ils avaient créé la coalition Seleka que tout le monde a connu, que tout le monde connaît. Après, ils ont pris le pays. Ils ont pris le pays? Oui, ils avaient pris le pays, je crois, c'était en décembre. Ouais, en décembre. Et donc, ceux qui ont pris le pays, ils étaient musulmans? En majorité musulmans. Oui, en majorité musulmans. Après, ils étaient plus basés au kilomètre 5. Donc, kilomètre 5, c'était leur zone.
Je pense jusqu'en 2014, les gens n'osaient pas aller au kilomètre 5. Pourtant, kilomètre 5, c'est là-bas qu'il y a le plus grand marché de Bangui. Donc tout le monde... En fait, c'est un quartier de Bangui. Oui, c'est un quartier de Bangui. Ils occupaient donc tout un quartier. Pas tout un quartier, en tout cas, ils étaient présents dans ce quartier-là. Oui, ils étaient présents dans le quartier. Et de ce fait, vous n'osiez plus y aller. Y aller, ouais. Donc, parfois, quand on partait, souvent, quand nous étions en ville, il pouvait y avoir des coups de feu. Et puis les rebelles, parfois, s'ils ne s'entendent pas sur quoi que ce soit, et après, ils se tirent entre eux. Du coup, en ville, tout le monde ferme le bureau, tout le monde... Et si les élèves sortent des classes... Donc, oui, tout le monde était apeuré, en fait. Oui. Parce que si tu vas te promener au marché, il y a des coups de feu, forcément. À chaque coup de feu, tout le monde prenait ses claques et rentrait à la maison. Parce que ça, c'était tous les jours? Pas tous les jours, non. C'était pas tous les jours, mais au moins, dans la semaine, il doit y avoir un événement. Dans la semaine. Okay. Chaque semaine, il devait y avoir un événement. Donc, comment vivait ta famille? Dans la crainte? Oui, dans la crainte. Nous, on n'est pas très loin du kilomètre 5. Nous sommes au niveau d'un petit carrefour à Bangui, dans le 6e arrondissement, qu'on appelle Ketengere. Si on va bien, on est peut-être à 2-3 kilomètres de kilomètre 5. C'est pas très loin. Donc, du coup, à chaque fois qu'il y a coup de feu, et du coup, le chemin le plus court pour nous pour aller en ville, c'est de passer par kilomètre 5. Mais du coup, on ne pourrait plus passer par kilomètre 5, on contournait kilomètre 5 pour aller au centre-ville. Donc il y avait peut-être beaucoup plus de bouchons aussi à cause de tout ça. Oui, justement, soit on prenait dans le quartier pour sortir, soit on prenait la voie principale. Ouais. Est-ce que la vie était beaucoup plus compliquée? Est-ce qu'il y avait des pénuries alimentaires? Est-ce qu'ils mettaient la main sur, je sais pas, des maisons qui s'appropriaient? Est-ce qu'ils ont délogé des gens? Oui, dans le quartier kilomètre 5, on dirait, on peut pas dire qu'ils ont délogé, mais comme les gens ont plutôt abandonné leur maison parce qu'ils pourraient plus vivre, donc même nous, notre maison familiale, c'est au kilomètre 5, mais on a abandonné cette maison là-bas. Oui. On a même un locataire, mais à chaque fois, il nous disait qu'il fallait venir au kilomètre 5 prendre les sous du loyer. On a dit, mais on peut pas aller au kilomètre, soit tu viens chez nous, tu nous donnes, parce que tu sais que que notre maison est plus à l'intérieur et on sait pas ce qu'il y a là-bas depuis des années. On peut pas rentrer. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est de sortir. Et il n'a jamais voulu sortir pour nous donner de l'argent. Donc, ça fait des années qu'il est logé. Ça fait des années qu'il est logé. Gratuitement. Ouais. Et personne n'a le courage de... Parce qu'en fait, ceux qui sont à l'origine de ce conflit, c'est quoi les raisons, c'est quoi leurs raisons, leurs revendications? Leurs revendications premières, c'était les infrastructures de base. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il manque en fait des infrastructures, des choses dans la ville, et donc ils décident de... Oui. Mais après, il faut s'y noter qu'ils sont pas majoritaires, ils sont minoritaires dans le truc, mais et après, les éléments qui ont causé ce désordre-là, ce n'est pas vraiment des Centrafricains, c'est plus des étrangers. Voilà, donc du coup, en fait, on peut les considérer comme des éléments incontrôlés. On peut pas les contrôler, ils font ce qu'ils veulent. Même leur chef, l'ancien président Michel Ntotoja, il n'arrivait plus à les contrôler. Donc c'était plus... lui, il pouvait pas. Donc c'est pour cela, je pense que c'était même une des raisons de sa démission, parce qu'il avait démissionné. Il a assuré la transition, je pense qu'il n'a pas fait un an, au trop un an, mais pas plus d'un an. Il n'a pas fait... Il n'a pas réussi à gérer ce conflit-là, et peut-être que du coup il a préféré se retirer. Du coup il a préféré se retirer, et c'est à ce moment-là que la présidente Catherine Samba-Panza
Après, elle avait pris le relais. D'accord. Jusqu'à l'organisation des élections. D'accord. Aujourd'hui, c'est toujours elle? Non, elle a assuré la transition pendant 3 ans. 2 ans et demi. Et les élections, c'était en 2015. Là, actuellement, c'est le professeur Archange Touadéra qui est le président. Depuis 2015. Ouais. D'accord. Ok. Aujourd'hui, Bangui, ça ressemble toujours à la description que tu viens de nous faire. Il y a toujours le quartier kilomètre 5 qui est, entre guillemets, occupé par ces hommes qui mènent la terreur. Non, pas actuellement. Bon, le gouvernement, le gouvernement avait lancé le processus de désarmement et tout. Ça s'est amélioré. Même moi, dernièrement, en décembre, j'étais au kilomètre 5, je circulais tranquillement, mais pas dans le quartier, au marché et sur les voies principales, mais pas pas trop à l'intérieur. J'ai pas pris ce risque-là. Mais actuellement, la situation s'est nettement améliorée. D'accord. Ouais. Ok, donc on va peut-être vers une fin de ce conflit. Parce que finalement, c'est une minorité qui s'est installée et qui arrive à mener la terreur depuis des années quand même. Ouais. Oui, exactement, oui, parce que ils savent très bien que, en fait, en plus, ce sont eux qui ont un peu amené ce truc de religion là, parce que avant, on vivait tranquillement avec les musulmans, on n'avait pas de problème avec les musulmans. En fait, les chrétiens et les musulmans n'avaient pas de problème. Oui. Ils vivaient tranquillement, ils étaient des voisins, mais tout d'un coup, bon, c'était parti. Oui. Tout d'un coup, ça passait plus oui, entre les deux religions. Oui, ça passait plus entre les deux religions, mais pas tous, parce que nos voisins toujours, on communique toujours avec nos anciens voisins et tout, mais après, on voit bien, eux-mêmes, ils se disent qu'au fait, les gens qui sont venus, au fait, ce sont les gens qui sont venus qui ont causé tout ce problème-là, parce que eux-mêmes, ils n'avaient pas de problème. Oui. C'est plutôt les étrangers, disons. On ne sait pas s'ils sont des étrangers. On ne sait pas trop. Oui, on ne sait pas trop. La religion, finalement, la plus pratiquée en Centrafrique actuellement, c'est plutôt musulman, plutôt catholique, ou c'est vraiment un mix des deux? Oh, c'est un mix, on dirait. Bon, la plus pratiquée, c'est catholique. Catholique, après, quand même, la plus pratiquée. Oui. Eh ben, dis donc, merci pour ce passage. Je sais pas si je viendrai visiter du coup Bangui. J'avoue que ça fait un peu peur. Est-ce que c'est ouvert au tourisme? Oui, c'est ouvert au tourisme. Bon, ça fait pas peur, hein, parce que même tout le monde y va, même maintenant, même on reçoit plein de touristes. Il y a des sites touristiques, mais moi, j'ai jamais visité. Donc, je saurais quoi dire là-dessus, mais je sais que les gens viennent tout le temps à Bangui visiter, ils vont au sud. Tout dernièrement, il y avait même eu une émission sur les chenilles, comment pendant il y a une période à Bangui où il y a des chenilles qui sortent et tout, et on mange les chenilles à Bangui. D'accord. Ouais. Okay. Donc il y avait eu un reportage sur Canal+ sur ça. D'accord. Sur les chenilles, ouais. Est-ce que, j'ai vu que c'était un pays qui était plein de richesses. Tu me parlais tout à l'heure des diamants, il y a du pétrole, il y a des mines d'uranium. Oui, le sous-sol, ça, bon, disons, on nous a dit qu'il y a de l'uranium, du pétrole, diamant, de l'or, mais à un moment donné, dans les années 2005 à 2010, on avait eu à exploiter normalement le diamant, mais après la crise, il y a eu l'embargo sur le diamant et l'or. Et ça a tout arrêté. Oui, donc ça a tout arrêté. Maintenant, j'aimerais revenir sur plutôt la partie actuelle de ta vie et essayer de comprendre pourquoi est-ce que tu es venu travailler ici au Gabon et ici à Moanda même, au fin fond du Gabon. Ouais, Gabon, bon, en fait, j'ai commencé à travailler à Bangui sur Jassatom, à Bois, on a fait la route, c'était 60 km, Bois à Baoro, et quand le projet a pris fin, comme il y avait plus de projets en Centrafrique,
pour Soja Satom. Et il y avait un besoin ici au Gabon, donc la société m'a fait appel pour travailler à Mwanda au Gabon. D'accord. Ouais. Mais ça va, tu te plais ici? Oui, je ne me plains pas, ça va. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas tout ce qu'on veut, mais du moment où je suis venu pour le boulot, je vais au travail, je reviens à la maison. À la maison, j'ai à peu près tout, je me sens à l'aise, je me sens en sécurité. Bon, pas comme à boire, c'était un peu difficile parce que à tout moment il pouvait y avoir des coups de feu. Donc mais à Mwanda, il y a pas ce problème-là. Pourquoi à Boa, il pouvait y avoir des coups de feu à tout moment? Oui, parce que les rebelles étaient aux alentours, à la sortie, je pense, à l'entrée et à la sortie, tout autour. D'accord. Donc du coup, là-bas, on travaille avec les forces de l'ordre. Il y avait des gendarmes, il y avait des FACA qui étaient à la base. Pour sortir, pour aller en ville, il fallait sortir avec un gendarme. Pour se déplacer, il fallait toujours un gendarme à côté dans la voiture pour se déplacer. Oui, tu étais tout le temps accompagné de quelqu'un armé. Armé, oui. Ok. Ah oui, donc t'as vécu quand même des jobs assez sympas avant d'arriver là. Je comprends qu'ici tu te sentais un peu plus en sécurité. Oui, parce que ici, j'ai pas besoin d'un gendarme ou bien un homme en armée pour me déplacer. Tu peux vivre un peu plus librement. Un peu plus librement, oui. Et puis, j'aimerais terminer avec une dernière question, si tu veux bien. Voilà, je voudrais savoir comment est-ce que, en tant que centrafricain, tu te sens ici au Gabon? En tant que centrafricain, bon, au Gabon, j'ai pas encore eu de soucis à cause de ma nationalité, non, pas encore. Je me sens quand même un bien peu comme chez moi. Mm-hmm. Mais c'est seulement que après, parfois, quand on regarde juste le passeport, on commence à poser plus de questions quand on regarde juste la nationalité, oui. Que voilà, on pose plus de questions. Mais sinon, je vois pas, je me sens un peu comme en Centrafrique. Bon, éloigné de la famille. Oui. C'est vrai. Heureusement, tu peux retourner les voir de temps en temps. Ouais, de temps en temps, oui. Ok. Merci beaucoup, Bernice. Merci pour de nous avoir raconté ton histoire, de nous avoir parlé de ces conflits, de ces coups d'État qu'on ignorait parfois, ouais. ou du moins, c'est des choses dont on ne parle pas trop. Ouais. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et à en parler autour de vous. Et moi, je vous dis à bientôt sur Hello Africa. All my dreams are humming, all my dreams are coming true.